D'ici là, Pop, c'est quelle heure? C'est l'heure, vous reconnaissez le terme? L'heure du perron d'église. Le perron d'église qui, comme à chaque semaine, on vous envoie en fait sur les médias sociaux la grande demande. Posez-nous des questions, des interrogations. On veut jaser avec vous. Et, oh mon Dieu, qu'on en a des bonnes cette semaine. À commencer du côté d'Instagram, Pop, qui nous provient bien sûr de Raph Gauthier qui demande « Est-ce que Drake May est le sauveur des Pats? » Je vais juste donner une petite précision. Cette question avait été posée au courant de la semaine, donc avant le match de dimanche, quand ça avait été annoncé que Drake May allait être le carrière partant pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, tu sais, ça a été mis un peu de ce côté-là. Donc, la question n'a pas été posée après avoir vu les premières vraies minutes de Drake May. Drake May, est-ce que ça peut être le sauveur à long terme? Peut-être, mais à court terme, 0,1 barre. Ce gars-là, on le savait, quand il a été repêché, contrairement à Jayden Daniels, qui était complètement explosif et qu'on savait qu'il pouvait peut-être amener un impact direct rapidement, Drake May, c'est un projet long terme, puis on le savait depuis le repêchage. Puis pas juste ça, les Pats sont tellement dégarnis de partout. Partout. Tu sais, Jared Mayo, on l'aime. Mio, tu l'as dit, on l'aime. Il fait une belle job et tout. La position de carrière est peut-être genre la 32e priorité de cette équipe-là dans son alignement. Il n'y a absolument rien du côté des Patriots. Il n'y a rien qu'un carrière. Genre, tu pourrais peut-être même mettre Patrick Mahomes carrière des Pats aujourd'hui, puis je te garantis pas que les Pats pourraient gagner de semaine en semaine. Définitivement pas. Mais non, mais Drake May, au-delà de ça, vraiment, pour rester à la question, il a été très bon. Je veux dire, a quand même réussi 20 de ses 33 passes, qui est juste en dessous du 66%. 60% qui est à peu près très respectable. C'est comme ça qu'on évalue pas mal. Comme au basketball, on va évaluer un très bon tireur à 3 points comme étant dans le 35 à 40%. Là, c'est 60% au football. A réussi quand même 3 touchés. Je veux dire, puis on a peut-être une connexion avec Demario Douglas, ce joueur de deuxième année. Mais vraiment, la priorité chez les Patriots, ce n'est pas la position de carrière. Le sauveur, je vais mouiller les orteils. Oui. OK. Toi, tu penses vraiment que ça peut être... Écoute, on a vu comment le jeu offensif a évolué dans la NFL et honnêtement, tu peux faire du chemin avec un carrière très correct. Je veux dire, en ce moment, c'est le jeu de course qui prime, puis peut-être que Drake May va pouvoir en profiter pour les quelques premières années de sa carrière. Peut-être qu'il y a encore des habiletés comme passeur qui restent à être développées, tout ça. Mais je veux dire, au-delà de ça, ça a été prouvé maintenant dans la NFL que tu peux te débrouiller avec un carrière très correct. Game manager. Les game managers ont encore une valeur dans la NFL. Brock Purdy, à sa première vraie saison complète avec les 49ers, il les a amenés au Super Bowl parce que les 49ers avaient juste le meilleur alignement incontesté de toute la NFL. Bon, ils l'ont quand même choqué, mais je veux dire, au-delà de ça, le meilleur alignement du joueur numéro 1 au numéro 53. Là. Non, c'est sûr. Puis du côté, tu sais, est-ce que, mettons, si on regarde la dynastie des Patriots, est-ce qu'on peut dire, en termes de talent pur, OK? On parle pas de carrière de accolades, de trophées. En termes de talent pur, est-ce que Tom Brady était nécessairement le meilleur carrière, talent pour talent de la NFL? Non. Ça, c'est de la magie noire. Pas juste ça, il y avait une superbe ligne offensive qui l'a protégé pendant quasiment 20 ans de temps. Tu as eu des receveurs de passes, des Rob Gronkowski, des Randy Moss, des Julian Edelman qui ont été sensationnels avec lui. C'était pas juste Tom Brady qui les rendait bons, il était vraiment talentueux. Et tu avais une défensive de l'autre côté qui était capable d'arrêter le ballon. Puis même avec Randy Moss, ils n'ont pas été en mesure de gagner le championnat. Là. Et voilà. Ils ont tous gagné, sauf le dernier. Puis, encore une fois, tu sais, des noms qui sont associés aux Patriotes, mais c'est pas les joueurs les plus talentueux, mais les Julian Edelman, les Danny Amendola, de ces joueurs-là. Wes Welker, les Wes Welker, les Nate Soldier, les Vince Wilfork. Les Garrett Blount. Oh mon Dieu, throwback. Mais, tu sais, je pense que ce que j'aime un peu de cette saison-là, c'est qu'on est en train d'un peu de se rendre compte que les carrières ne font
pas fois tout qu'on est en train de vraiment, comme tu dis, Mio, les joueurs numéro 1 à 53, c'est eux autres qui gagnent les matchs à cette heure. OK, il y a aussi les kickers qui sont rendus vraiment trop OP, mais ça, c'est une autre affaire. C'est un autre débat pour une autre fois. Mais je pense que cette saison-là, si on peut au moins retenir que c'est pas juste... Oui, c'est important d'avoir un excellent carrière, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et du côté des Pats, si on peut être capable d'entourer Drake May pour qu'il soit juste correct, le reste va se faire tout seul. Mais à court terme, ce ne sera pas lui qui va le sauver, car tout est en ruine du côté de la Nouvelle-Angleterre. Vraiment. Ben, en fait, on est revenu à l'époque avant Brady. C'est tout. Non, définitivement. Pour rester un peu sur le football, on a eu un petit commentaire sur les réseaux sociaux qu'on a bien aimé. Puis c'est Gabriel Bouchard, on n'a pas confondre avec Gab Bouchard, le chanteur typiquement Gen Z québécois, qui dit, imagine, en référence à Aaron Rodgers, imagine trouver ta blonde problématique, faisant référence aux Packers, changer de blonde et encore trouver que c'est ta blonde le problème. Et puis, tu sais quoi, Pop? Encore une fois, peut-être qu'il va arriver à cette fameuse phrase de cette chanteuse américaine célèbre « Me, hi, I'm the problem, it's me ». Est-ce qu'un jour, ça va arriver pour Aaron Rodgers? Je ne sais pas, mais tu sais, ça, c'est clairement le syndrome crise de folle. Tu sais, le syndrome crise de folle, que c'est tout le temps la faute des autres, mais jamais la tienne, tu sais. Parce que tu es un calice de gaslighter, Aaron Rodgers. C'est ça. Mais... Et là, on pourra dire, est-ce que Aaron Rodgers gaslight le monde et dire, hey, c'est pas moi qui a forcé Robert Saleh à quitter. Ouais, mais c'est aussi un calice de menteur. Aussi. Mais en même temps, du côté des Jets, est-ce qu'on a vraiment fait nos devoirs? Tu sais, c'est un peu comme... Puis là, je veux pas comparer les deux personnages, je veux pas comparer les deux personnes. Mais quand, mettons, une équipe de l'NBA va chercher LeBron James un peu. Oui, tu vas chercher le joueur, la personnalité publique, mais c'est aussi un gars qui est impliqué dans les décisions sportives. Tu sais, il devient quasiment un peu le directeur général un peu. Ouais, il devient le directeur général. Il devient le directeur général. Mais tu sais, est-ce que du côté des Jets, est-ce qu'on se rendait compte que même les drapeaux rouges, on s'en est pas rendu compte, ou du moins, on les a tassés un peu pour dire « Hey, c'est quoi? Aaron Rodgers va quand même être un beau upgrade comparativement à Zach Wilson au côté carrière. » OK, oui, il prend, tu sais, c'est jamais un peu de sa faute, tu sais, il est un peu difficile à gérer un peu, il est un peu bizarre un peu, il fait des retraites en Égypte et puis il fait des voyages spirituels sur la drogue un peu, mais sais-tu quoi? Je peux le changer. Tu sais, les Jets ont vu Aaron Rodgers et ils disent genre, je peux le changer. Et en retour, il peut nous amener au Super Bowl. Et je pense que là, on est en train de se rendre compte que même comme les histoires de couple, quand tu essaies de changer personne, ça finit jamais bien. De 2015 à 2020, chaque entre-saison, il y avait des rumeurs comme quoi Aaron Rodgers était mécontent avec l'état-major des Packers. Puis on est passé à 2-3 reprises à une victoire du Super Bowl. On l'a entouré avec une maudite belle ligne à l'attaque, avec Davante Adams qui est devenu l'un des meilleurs receveurs de la NFL. Puis il n'a jamais trouvé le moyen d'être content, mais non, belle interaction. Est-ce que Davante Adams regarde ça et il se dit « Hey, j'ai envie d'être échangé aux Jets de New York? » Écoute, tout ce que j'ai à dire, c'est que les Raiders jouaient contre les Steelers aujourd'hui. J'espère que Davante Adams a regardé le match. Est-ce qu'on est en train de lancer dans l'univers que Davante Adams, après avoir perdu Brandon Ayuk, on va pouvoir aller le chercher? Bon, moi, j'ai dit la semaine dernière, je pense que oui. Il va être un Steeler de Pittsburgh. Convaincu. Convaincu, absolument. La troisième... Même, je te dirais, même si j'étais Charles Barkley, I guarantee it, Davante Adams va être un membre des Steelers de Pittsburgh d'ici la fin de la saison. Tu le garantis en 2 mots? Oui. Tu le garantis en 2 mots? Davante Adams va être un membre des Steelers. 2 mots. Oh boy. Et la troisième question, et non la moindre, qui nous provient de Jérémy Macias sur Facebook, qui dit « Après avoir eu un début de saison face aux Leafs et aux Bruins pour le CH, j'ai réalisé que beaucoup de grandes rivalités ont perdu une certaine valeur. Donc, quelles anciennes ou nouvelles rivalités sportives
vous excite encore aujourd'hui? Puis c'est tellement bon comme question. Puis tu sais quoi, Jay? Il y a encore un monde dans lequel une rivalité Canadien Maple Leafs ou Canadien Bruins peut être encore excitante. Mais tu sais quoi? Il y a une raison qui ferait en sorte que ça pourrait l'être, et ce sont les séries éliminatoires. La raison pourquoi les Bruins contre les Canadiens fin des années 2000, début des années 2010. Donc là, on parle 2008 jusqu'à 2014, où on s'est rencontrés 3 à 4 fois en séries éliminatoires. Tu sais, les années Charol, Lucic, Marchand, d'un bord, t'avais Pacioretty, Subban, Price. Voilà, il y a une raison pourquoi on s'en rappelle, c'est que ces formations-là se sont rencontrées, je dis justement sur une durée de 6-7 ans, à peu près 4 fois dans les séries éliminatoires. 2 fois ou même, je dirais 3 fois, ça s'est terminé lors d'un match numéro 7. Il y a celui que les Bruins ont remporté en prolongation en chemin vers la Coupe Stanley. Les Canadiens qui ont tenu leur revanche 3 ans plus tard. L'histoire avec Piquet Subban qui marque en deuxième prolongation. Il faut juste que ces équipes-là se rendent en séries éliminatoires pour l'avoir. Puis en même temps, c'est un petit peu le cadre aussi de la LNH. On joue tellement de parties qu'un match de saison régulière, je dirais pas jusqu'à dire qu'on n'en a rien à battre, mais la valeur en tant que telle est un petit peu moindre, pas tant que tu te rends jusqu'en fin de saison. Au football, tu en as encore des rivalités qui sont super le fun à voir, puis tu as juste à voir, ben oui, je vais les mentionner, mais nos Steelers de Pittsburgh contre les Ravens de Baltimore ou n'importe quel match intra-division comme ça, c'est toujours excitant à voir parce que c'est des saisons, de 17 matchs et tu n'es pas garanti de jouer contre toutes les équipes de la NFL. Tu vas être assuré de jouer contre tes rivaux de division, donc ça va arriver plus souvent et chaque match a une valeur extrêmement immense pour ça. Mais sinon, rivalité qui excite encore Pop. Oui, en effet, Steelers, Ravens, En fait, Steelers contre le nord de l'américaine au grand complet. Ben, honnêtement, je veux dire, les rivalités au football, pour moi, resteront et vont perdurer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que cette ligue se désintègre. Au baseball, écoute, les Yankees et les Red Sox, encore une fois, ça reste invaincu comme rivalité, juste pour le poids culturel qui vient avec ça. Là. Le poids culturel, tu sais, la côte est américaine au baseball, c'est une bête complètement différente. Tu sais, on est très territorial, c'est beaucoup relié géographiquement, on est tellement proche, puis on est tellement intense comme base de partisans. Mais pour revenir un peu à ce qu'on parlait, mettons, dans le cas du Canadien, un peu, puis Toronto-Boston, il y a surtout 2 aspects qui font en sorte que, oui, ça a perdu une certaine valeur un peu. Surtout pour Boston, plus que Toronto. Moi, je pense que la rivalité avec Toronto est encore assez bien présente. Je sens que, un samedi soir, quand les 2 équipes s'affrontent, il y a toujours du popcorn qui est jamais bien loin. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça l'a aidé dans le sens que, oui, il y a eu Boston, mais Toronto et Montréal se sont affrontés il n'y a pas si longtemps en séries éliminatoires. Mais ce qui n'aide pas, puis je te dirais que c'est une des recettes très gagnantes pour construire une rivalité autre que la rivalité géographique ou culturelle, c'est que les équipes sont égales. Mm-hmm. Montréal, si on prend Boston contre Montréal, Boston mange le Canadien depuis des années. C'est ça l'affaire un peu. C'est que oui, il y a eu les séries éliminatoires, puis ça a été serré après ça. Mais depuis 4, 5, 6 ans, Boston a le numéro du Canadien, ce qui fait en sorte que je pense que les partisans ont comme détourné leur attention plus la rivalité avec Toronto et Ottawa, mettons. Soit Ottawa. Ottawa qui, on dirait que, c'est une... Tu sais, la glace se transforme quasiment en arène de gladiateurs à chaque fois qu'on affronte Ottawa. Ben, en même temps, là, je parle, oui, il y a l'argument des séries, mais là, la rivalité avec Ottawa, c'est laquelle des 2 équipes va éclore en premier laquelle équipe va rebondir de leur reconstruction en premier? Laquelle des 2 équipes va faire les séries pour la première fois depuis un sacré bout de temps? C'est surtout ça l'affaire. Mais, tu sais, mettons Boston, leur domination dans les dernières années, ça ternit un peu cette rivalité. De ce côté-là, il y a les séries qui n'aident pas non plus.
Ça fait 10 ans la dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés en série. Là. Puis Dieu merci, ça a pris combien de temps avant qu'on réaffronte Toronto en séries éliminatoires dans un contexte tellement bizarre en plus. Puis tu vois à quel point on en parle encore aujourd'hui pour taquiner les fans des Maple Leafs. Là. Non, c'était. Tu sais, juste la victoire du CH contre Toronto dans les séries 2021, pour moi, c'est l'équivalent d'un Coupe Stanley. Comment que ça s'est fait? Pour moi, c'était ma Coupe Stanley quasiment, là, de battre Toronto un peu de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier aussi une deuxième chose qui est un peu majeure aussi dans cette baisse de rivalité-là, c'est comment que le calendrier de la Ligue nationale est fait aujourd'hui. Maintenant, les 32 équipes visitent tous les arénas de la Ligue nationale au moins une fois par année, et ce qui est au détriment des matchs de division. Cette année, c'est incroyable de penser que maintenant, en 2024-2025, le CH affronte Boston et Toronto seulement 3 fois dans l'année. Alors qu'à l'époque des Chara, Lucic, Subban, etc., on s'affrontait 8 fois par saison. C'est absolument incroyable. Puis là, aujourd'hui, on s'affronte juste 3 fois. Et là, on a déjà fait une fois chacun. On vient de faire Toronto, Boston, Ottawa. Et là, dis-toi que d'ici le mois d'avril, on réaffronte ces 3 équipes seulement 2 fois d'ici le mois d'avril. Ça aide zéro in bar de ce côté-là pour construire une rivalité. Mais une rivalité un peu que je garde encore un bon souvenir là-dessus et que j'aime. OK, c'est sûr, Red Sox Yankees, c'est un peu, vu que je suis un fan des Red Sox, Félix est un fan des Yankees. À un moment donné, je lance ça dans l'univers. Les deux équipes vont s'affronter en série, puis on va faire un live stream, puis on va regarder ce match-là. Et ça va être incroyable. Ah, mais c'était au Red Sox de livrer la marchandise, Pop. Ah ben là, ça c'est un autre affaire. C'est une autre affaire. Dans la NFL, je ne savais pas à quel point là, peut-être, je ne veux pas me tromper dans les divisions parce que je ne sais pas pourquoi les divisions de la NFL, j'ai mal encore un peu aujourd'hui. Mais le sud de la nationale, tu sais, les Falcons, les Panthers, les Buccaneers, les Saints, j'avais aucune idée dans les dernières années à quel point on se déteste dans cette division-là. Les matchs Falcons-Saints, c'est une véritable guerre de tranchées. Je pense que c'est la division la plus mean, la plus nasty, excepté le nord de l'AFC avec les Steelers et les Ravens. Je pense que c'est... Tu sais, la Louisiane... Le Sud, tu sais, c'est très... La Louisiane, la Floride et la Géorgie s'avoisinent tous, là. Je veux dire, bon, la Géorgie et la Louisiane ne sont pas voisins directs, mais il y a la Floride entre les deux qui fait que tu as aussi cette proximité-là, qui fait que toutes ces 3 équipes-là sont... Ah oui, puis il y a aussi les Panthers là-dedans, mais on les a comme un petit peu oubliés dans les dernières années. Est-ce qu'on pourrait déménager les Panthers, genre à Birmingham, Alabama, pour faire le Holy Trinity du sud-est des États-Unis toxique dans l'espace, c'est-à-dire Alabama, la Géorgie puis la Louisiane? Ouh, ça serait bon. Ça serait bon. Ça serait bon. Mais tu sais quoi, Pop? Pour ce qui est des rivalités, je parlais de la LNH que peut-être avec les Canadiens, on semble les avoir oubliés, mais tu sais quoi? Ça s'est perdu en NBA aussi. Ah, je sais pas. J'essaie de penser à une rivalité récente vraiment hot dans la. Oui, OK, peut-être Golden State et Cleveland, mais la raison pourquoi ces deux équipes-là sont devenues une rivalité, la même raison pourquoi les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles, à plusieurs reprises, ont été des rivalités de premier plan, c'était le facteur longévité aussi. Quand tu parles des Lakers des années 2000, c'était Kobe Bryant, c'était, Shaquille O'Neal n'était plus là, mais c'était Kobe Bryant, c'était Lamar Odom, Metta World Peace, Paul Gasol contre Kevin Garnett, Paul Pierce, à un certain point Jason Terry, Rajon Rondo, tu vois, tu peux les associer à ça. Maintenant, tu parles de, maintenant tes Celtics de Boston sont constants, mais de l'autre côté, en même temps, les Lakers ne se rencontrent pas en finale contre eux. Et à l'inverse, la NBA est probablement la plus grosse ligue de sport où on exerce la chaise musicale de cette manière-là. À chaque saison, le visage des équipes change de manière drastique. Puis c'est la raison pourquoi... Drastique, même pendant que les saisons sont en cours. C'est même ça. Pendant l'été, ça change directement pendant la saison.
la raison pourquoi la seule grosse dernière rivalité dans la NBA, ce sont les Warriors de Golden State contre les Cavaliers de Cleveland, c'est parce que, oui, tu avais le cœur des Warriors d'antan qui, avec Klay Thompson, qui, je tiens à rappeler, n'est plus là, contre les Cavaliers de LeBron James, Kevin Love et Kyrie Irving pour quelques-uns de ces championnats-là. Fait que c'est ça qui manque, je trouve, dans la NBA. Oui, en effet, les rivalités. Autant que j'aimerais ça. Je pense que la NBA, je pense que c'est beaucoup, comme on disait, la côte Est qui carry un peu parce que, dans la même division, tu as les Celtics, tu as les Knicks, tu as les Sixers, ça c'est comme la Holy Trinity du nord-est des États-Unis qui était, Boston, New York, Philadelphie, ça c'est un classique américain. Mais je regarde un peu dans l'Ouest, un peu. Mettons, là, tu me dis, je te demande, la plus grosse rivalité entre deux équipes de l'Ouest, peux-tu me dire c'est qui? Je dirais, il y en a une, je pense, qui là va commencer à s'instaurer. En fait, il y en a une qui aurait commencé à s'instaurer si c'était pas qu'ils étaient en fin de parcours, mais les Kings de Sacramento contre les Warriors de Golden State, ça en aurait été un. Parce que je regarde vite de même, oui, Clippers-Lakers, c'est nice pour avoir, mettons, un match à Noël, mais est-ce qu'on au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment une grosse rivalité au basketball? Ben non, parce que les Clippers ont toujours été considérés comme les petits frères des Lakers. Ils étaient seulement considérés comme les locataires du Staples Center à l'époque. C'est ça. Puis tu as beaucoup d'équipes de petits marchés aussi dans l'Ouest. Les Timberwolves, OKC, Portland, Utah, Sacramento, Phoenix qui semble être un gros marché sur papier mais qui ne lève pas. New Orleans, Memphis. Il y a beaucoup de petits marchés dans l'Ouest qui fait en sorte que ça lève moins que, mettons, dans l'Est, avec les Boston, les Philadelphie, les New York, même les Toronto, qui est couvert par tout un pays au grand complet. Mais tu sais quoi, Pop, je pense que là, la NBA, c'est plus tant une ligue de rivalité d'équipes comme on la connaissait, mais c'est une rivalité de personnalité. Tu parles de la rivalité peut-être Mavericks-Suns. La raison pourquoi tu regardes cette rivalité-là, c'est plus Luka Doncic contre Devin Booker. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des individus qui vont être liés. Un peu comme dans la WNBA, est-ce que la rivalité, c'est le Sky de Chicago contre le Fever de l'Indiana ou c'est Caitlin Clark versus Angel Reese? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre, Pop. C'est d'y répondre un peu. Puis, dans le football, on en parle. Puis, dans le baseball, je pense qu'il y a aussi un peu... En tout cas, de mon côté, je commence à suivre plus le sport universitaire, un peu plus de ce côté-là. Fait que ça fait en sorte que il y a peut-être des rivalités que je commence à connaître un petit peu plus. Un de mes favoris, je te dirais, c'est Ole Miss versus Mississippi. Là-dedans, qui est un de mes rivalités favorites. Mais je pense que, comme tu dis, je pense qu'on se rend. Puis je pense que ça sera plus juste la NBA. Je pense que ça va s'en venir vraiment des rivalités d'individus. Les Crosby versus Ovechkin, c'est devenu une rivalité d'équipe avec le temps. Mais au départ, c'était Crosby contre Ovechkin en 2005 et qui a dépassé toutes les attentes qu'on pouvait placer en eux, qui a littéralement carry une génération de fans de hockey à ce niveau-là. On va définitivement manquer ça. Mais le mot-clé, Pop, c'est le succès pour partir une rivalité. Puis c'est la raison pourquoi ça fonctionne autant. La même raison pourquoi même au football collégial ici, bien que ça fasse 25 ans, puis tu sais, un stage universitaire, c'est pas si long que ça au football, mais ULaval et Montréal sont toujours la plus grande rivalité au football québécois. Pourquoi? C'est les deux meilleurs. Parce que c'est les deux seules équipes de cette ligue-là aussi, mais ça, c'est un autre affaire. Voilà, c'est au restant des programmes d'essayer de catch-up. Je veux dire, moi, je peux dire, ouais, Lucam n'a littéralement pas d'école, fait que... Écoute, dès demain, je mets le podcast en ligne, puis demain, je vais voir je vais voir l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis je vais faire un Dynasty Mode comme dans College Football 25, puis je vais amener ce nouveau programme-là de football que je vais créer de mes mains, puis je vais l'amener, on va battre le Rouge d'ici 5 ans. Je le cadre.